Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je m'appelle Martine Fortin, j'utilise le pronom elle et je suis coordonnatrice de projet à la Coxida. Et vous êtes bel et bien aujourd'hui pour le webinaire sur mieux comprendre les programmes de soutien financier dédiés au traitement VIH. On a eu beaucoup de questions de différents intervenants et intervenantes pour mieux comprendre en quoi consistent ces programmes d'accès. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire le tour et pouvoir mieux outiller les personnes par la suite. Avant de débuter officiellement, c'est important de reconnaître que les bureaux de la Coxida sont situés en territoire autochtone non cédé. C'est la nation Ganin-Guéhaga qui est la gardienne des terres sur lesquelles nous travaillons et des eaux qui nous entourent. La ville que nous connaissons sous le nom de Montréal se nomme Tiohtià:ke et est un lieu de rassemblement pour de nombreux peuples autochtones. Nous sommes tous et toutes invités à apprendre, connaître et reconnaître les réalités autochtones afin de contrer l'objectif colonial d'effacement de ces peuples et de leur culture. Donc, on sait que l'accès au traitement VIH, c'est vraiment important pour la santé des personnes et, mine de rien, même avec assurance, le co-paiement peut devenir rapidement très cher pour de nombreuses personnes. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir mieux comprendre à qui les programmes de soutien sont destinés et leur fonctionnement global, présenter des trucs et des astuces en cas d'embûche et de positionner le rôle de l'intervenant communautaire dans le soutien aux bénéficiaires. Donc, sans plus tarder, on a avec nous Frédéric Gauthier, qui est technicienne en travail social depuis 10 ans et qui est intervenante aussi psychosociale chez Mies Québec depuis plus de 2 ans. Son rôle consiste à accueillir les nouveaux membres et les personnes récemment diagnostiquées, à assurer l'accès aux soins, à évaluer les besoins globaux de la personne et à effectuer les références appropriées. Elle est également responsable du Cercle Orange de la capitale nationale. Et aussi, nous avons David Baron-Brunel, qui est infirmier depuis 2011, principalement en milieu hospitalier. Et depuis 2021, il travaille au dispensaire où il a pris officiellement le rôle de coordonnateur clinique depuis janvier 2025. Il est membre du conseil d'administration de la Coxida depuis 2023 et où il est agent de liaison pour les comités de traitement et recherche communautaire. Au dispensaire, il accompagne les patients dans leur suivi VIH et ITSS en général, ce qui l'a poussé à devoir naviguer le milieu des programmes de soutien aux patients depuis 2022. Donc, on a deux personnes qui se font poser beaucoup de questions dans leur travail sur ces programmes-là et qui, finalement, à force de faire des recherches et de vouloir soutenir, en sont devenus forcément, je vais dire, des experts à travers le cadre de leur travail. Donc, merci beaucoup, Frédéric et David, de partager vos connaissances avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Ben, bonjour, en fait, bienvenue à ce webinaire, en espérant que ça va répondre à vos questions, puis que ça va aider surtout là, les patients à naviguer là, les traitements, puis à avoir leur traitement de façon abordable. Donc, comprendre les programmes de soutien financier dédiés au traitement VIH. Frédéric, tu voulais dire quelque chose pour commencer? Merci d'être là pour essayer vous aussi de participer à ces programmes-là qui aident vraiment beaucoup de gens. Donc, merci. Parfait. Donc, juste avant de débuter, on va mettre un petit peu la table là, pour parler des termes qu'on va utiliser, puis comprendre comment les médicaments sont facturés là, aux personnes là, au Québec. Donc, les coûts des médicaments sont couverts là, en totalité ou en partie par des assurances. Évidemment, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas d'assurance, c'est des cas d'exception, mais en général, on va parler de l'assurance médicaments de la RAMQ, une grosse partie des personnes, assurance collective et privée, puis le programme fédéral de santé intérimaire, le PFSI, pour les personnes en statut d'immigration, en processus migratoire. Donc, on l'appelle souvent le papier brun. On a une petite image ici à quoi ça ressemble. Donc, si jamais vous avez des patients qui sont dans ce contexte-là, apparemment, on utilise beaucoup le terme papier brun, puis vous allez pouvoir le reconnaître de cette façon-là. C'est grâce à ça, il y a les informations là-dessus pour pouvoir effectuer les paiements. Donc, on utilise le terme franchise comme assez librement quand on parle des programmes de copaiement, des programmes compassionnels. En gros, quand un médicament est couvert par l'assurance, il y a une partie habituellement qui doit être payée par le patient. Cette partie-là est séparée en petites parties, donc franchise, copaiement, tout ça. On utilise le mot franchise pour dire en fait là, pas mal l'excédent de la facture qui doit aller au patient. C'est souvent cette partie-là là, qui peut causer problème puis qui va faire en sorte que les personnes vont avoir de la difficulté à avoir accès à leur traitement. Donc, en général, elle n'est pas couverte ça, par l'assurance principale, puis on cherche, les programmes d'accompagnement existent pour essayer de couvrir cette partie-là.
Donc, un petit exemple, si un médicament est couvert à 80 par l'assurance principale, il reste 20. Donc, voici ce qu'on appelle la franchise à payer par le patient. Puis, on essaie d'alléger le fardeau là, de paiement avec les programmes de copaiement. Juste une petite déclaration, là. On utilise des noms commerciaux par facilité parce que c'est comme ça qu'on les reconnaît plutôt que des molécules. C'est vraiment par simplicité, là. On ne fait pas la promotion d'aucune médication particulière ou de programme, là. C'est simplement pour faciliter la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des programmes d'aide financière qui sont offerts par les compagnies pharmaceutiques qui produisent la médication en question pour les traitements des personnes qui vivent avec le VIH. On parle de Gilead et Vive Healthcare, qui sont les deux compagnies principales. La plupart des traitements sont souvent prescrits sous ces deux bannières-là, mais il y a aussi Janssen, Merck et quelques autres qui peuvent avoir des traitements. Et ils vont parfois avoir des programmes d'aide financière aussi associés avec ces traitements-là. Donc, on parle d'un traitement pardon, du programme qui va être en fonction de la situation financière, du statut migratoire de la personne. C'est temporaire ou à long terme, dépendamment si on parle d'un programme qui va être plus de copaiement ou un programme compassionnel. Je vais faire la distinction un petit peu plus tard. Puis, ça permet, là, idéalement, c'est ça, un accès gratuit, mais sans guillemets, parce que, bon, la personne paye probablement de toute façon son inscription à son assurance ou, bon, la RAMQ là, par rapport aux taxes et tout ça. Donc, c'est gratuit au final, dans le sens qu'il n'y aura pas de frais ou presque pas de frais à débourser là, au niveau de la pharmacie là, lors du service des médicaments. Donc, des situations typiques, là, vraiment, on a des personnes citoyennes là, canadiennes, résidentes permanentes, ayant des difficultés financières pour payer la franchise, des personnes en situation d'immigration sans couverture pour les médicaments, donc soit qui n'ont pas de statut, le visa visiteur, étudiant international, permis de travail ouvert ou fermé, des personnes avec une assurance publique, privée ou collective qui ne couvrent pas 100% du coût des médicaments. Il y a plein de médicaments qui existent pour d'autres pathologies là, qui vont être couverts à 100%. Dans ce cas-ci, là, souvent, les frais sont vraiment élevés, puis ils ne vont pas être capables de tout couvrir. Ils ne voudront pas tout couvrir, je devrais dire. Puis, donc, il reste toujours une petite partie à payer, malheureusement. Pour distinguer les deux types de programmes, on utilise les termes sur le copaiement compassionnel. Donc, quand le programme va offrir une couverture en forme de copaiement, c'est que la personne elle a déjà accès à une assurance médicaments qui est stable à long terme. Elle va couvrir la franchise, bon, le montant à payer après la couverture principale, donc RAMQ, assurance privée, etc. Puis l'inscription, en général, là, elle est soit renouvelé à chaque année. Puis certaines médications, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais ça va être une inscription seulement, puis après ça, la couverture va être illimitée. Il faut juste aviser la compagnie qu'on fait un changement d'assurance si ça arrive durant le temps du traitement. Mais donc voilà. Au niveau compassionnel, donc le compassionnel, en fait, ça fait vraiment référence au fait que la personne n'a aucune assurance, donc les frais en entier vont être couverts du traitement. Puis, à cause de ça, il faut le renouveler un peu plus souvent. Donc, on parle aux 3 à 6 mois. Souvent aux 3 mois, dans certains contextes, là, c'est possible d'avoir une couverture pendant 6 mois sans avoir à renouveler. Puis, normalement, le but du compassionnel, c'est de payer en entier, mais en fonction des frais, des honoraires des pharmacies, il peut avoir une variation. Il pourrait avoir quelques frais à payer. Puis quand je dis quelques, des fois, ça peut être quand même assez grand pour être difficile là, pour la personne de se le procurer. Donc, on peut passer à la prochaine. On a aussi des programmes pour les traitements pour l'hépatite B, l'hépatite C. Donc, on voit ici les noms, là. Donc, le programme Momentum pour Gilead, puis Advicare pour AbbVie, avec les médications là, pour l'hépatite B, l'hépatite C, puis l'isomavir, Vemlidy-Viréad. Donc, pour l'instant, on va vraiment ici, durant le webinaire, là, traiter de la partie du VIH, mais sachez que si jamais vous avez un contexte de traitement pour hépatite B, hépatite C qui vient dans les personnes, dans vos usagers, c'est possible là, de faire une recherche avec les programmes qui fonctionnent relativement de la même façon. C'est pas comme le traitement de l'hépatite C, c'est vraiment à court terme, donc on parle là, comme d'un 8 semaines, 12 semaines, des choses comme ça, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais ça fonctionne avec des formulaires qu'il faut remplir avec un agent avec qui qu'on peut appeler pour avoir la couverture en question. Donc, c'est similaire. Donc, les notions qu'on va aborder là, en général, ça va être possible là, de les transmettre aussi pour ce genre de traitement-là.
Puis, on peut aussi avoir le même genre de programme pour la PrEP. C'est plus limité. Il y a le programme Max pour le traitement d'ESCOVY, qui est un traitement en comprimé, puis le programme de soutien après-étude pour l'après-étude, qui est le traitement de PrEP injectable de cabotegravir. Donc, des petites étoiles parce qu'ils ont chacun leur petite, le petit détail. Donc, formulaire prescriptif à remplir par un médecin, c'est seulement pour les personnes qui ont des assurances privées. Donc, voilà, les personnes sur la RAMQ ne peuvent pas avoir le Descovy, ne peuvent pas être couverts au niveau des comprimés dans ce contexte-là. Puis au niveau après-étude, c'est aussi un formulaire prescriptif à remplir par un médecin. C'est un copaiement, puis en même temps, ça vient avec le service qui est fourni par une compagnie privée qui s'appelle Bayshore. Puis ces personnes-là vont être des agents de liaison qui vont essayer d'organiser, dans le fond, autour du service pour recevoir, faire la livraison de la médication, qui doit respecter une chaîne de froid et tout ça, trouver où la personne va recevoir son injection, puis faire les rendez-vous là, aux 2 mois, puis faire le contact avec le patient. Donc, ça vient quand même avec un programme complet là, de soutien de ce côté-là. Donc, au niveau du fonctionnement, Moi, je vais prendre le relais pour la suite. Donc, pour le fonctionnement, bon, c'est de vérifier si la personne a une assurance à la base donc, et de quel type pour savoir vers quel programme on va. Puis aussi, si la personne est sur le PFSI, par exemple, elle a accès là, à 100% gratuitement les médicaments le temps qu'elle régularise sa situation pour être sur la RAMQ. Donc, c'est les traitements qui sont couverts, ça va vraiment par nom de compagnie. C'est là qu'on peut voir vers quoi on se dirige. De toute façon, quand on inscrit la personne, il nomme les médicaments. Donc, si on n'est pas certain, on a juste à aller voir sur le site. Puis, on peut voir si oui ou non ce médicament-là est fait par cette compagnie-là. Hmm. Oui, il faut vérifier si la personne, pardon, si la personne elle a une prescription québécoise. Sinon, il faut commencer par ça aussi, puis aller voir dans une clinique communautaire ou aller voir un infectiologue pour avoir une prescription d'ici, là, voir quel médicament la personne va prendre ici même. Inscrire systématiquement toute personne vivant avec le VIH qui peut en bénéficier, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui vit avec le VIH depuis super longtemps et que la franchise s'est rendue trop lourde. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas justement d'assurance, mais aussi euh, moi, ce que je suggère, c'est peut-être pas d'inscrire toutes les personnes qui vont, si par exemple vous êtes à un centre communautaire avec des personnes vivant avec le VIH, parce qu'on n'aura pas terminé, mais quand vous notez une problématique ou vous voyez que quelqu'un en pourra en bénéficier, c'est sûr que l'idéal, c'est de les inscrire, là, pour qu'ils puissent y avoir droit. Comme j'ai nommé, on vérifie si la personne a une assurance, on vérifie pour la prescription, puis on peut aller pour inscrire la personne en ligne. Donc, intervenant, infirmier, on peut le faire pour la personne. C'est sûr que dans les choix, là, il va y avoir autres professionnels de la santé. En tant qu'intervenante, moi, c'est la catégorie que j'utilise. Donc, on peut aller sur le site Internet là, pour faire l'inscription. On n'a plus besoin de carte physique maintenant. Donc, en tant qu'intervenant ou professionnel de la santé, là, si on va sur un Get Max Card ou bien même sur le site où ce qu'on inscrit le numéro, ça dit à côté du numéro produire une carte virtuelle. Donc, vous pouvez le faire ainsi. C'est sûr qu'il faut vérifier d'abord avec la personne si elle a déjà eu ce type d'assurance-là. Des fois, en leur montrant la carte, ça leur dit quelque chose ou non. Sinon, vous allez voir en inscrivant la personne qu'elle est déjà inscrite, en fait. Donc, le fonctionnement, c'est vraiment les informations qu'ils vous demandent, c'est celles qui sont inscrites ici. Le nom, prénom, date de naissance, l'adresse, numéro de téléphone, le revenu annuel approximatif, ça va vraiment dépendre du statut de la personne. Si on écrit sans statut, des fois, ils ne demandent pas. Ça va dépendre aussi des molécules. Les formulaires, des fois, sont un petit peu différents. Le nom de la médication, le médecin, où ce qu'il est, l'infectiologue. Si l'infectiologue n'est pas inscrit dans la liste des médecins, on peut le rentrer nous-mêmes. Là, des fois, il y a des petites différences au niveau des noms ou comment que la personne l'a inscrit. Donc, ça m'arrive des fois de réinscrire un infectiologue qui a déjà été dans la liste là, parce que tout à coup, il n'apparaît plus. Donc, puis d'inscrire les informations de la clinique ou du centre hospitalier où la personne se trouve. David, tu lèves la main, vas-y. oui, je voulais juste ajouter, si admettons, pour X raison, le patient ou la patiente
au niveau de son adresse, il y a une hésitation à vouloir la donner, j'inscris parfois des personnes à l'adresse de la clinique même. Puis jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème avec ça, là. C'est donc même numéro, même adresse, c'est mon courriel, donc c'est avec moi qu'ils font les échanges plutôt que surtout dans une personne qui est en statut d'immigration, là. Donc voilà, donc c'est une des choses qu'on peut faire aussi. Oui, moi aussi, je le fais, même si la personne, par exemple, là, elle n'a plus de RAMQ, elle est en situation d'itinérance, elle n'a pas d'adresse, je vais vraiment mettre l'adresse du centre communautaire ici, mon numéro, mon courriel. Puis, il donne quand même un certain temps, là, gratuitement la médication jusqu'à ce que la personne puisse retrouver sa RAMQ, là. C'est un petit cas de figure en passant. Remettre à la personne son numéro de client et du programme à remettre à la pharmacie. Lorsqu'on active la carte, en fait, ça prend toujours un bon 2 heures avant que ça soit activé dans leur système. Donc, c'est bien d'avertir la personne que si elle se rend directement à la pharmacie, ça se peut que ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc, c'est ça, on peut aller à l'autre. Donc, en leur donnant, on leur explique pour le 2 heures. Puis c'est sûr qu'il faut aussi dire que si nous, on inscrit la personne en fin de journée, ça se peut que ça n'aille pas avant le lendemain de leurs heures d'ouverture. Puis si c'est le vendredi après-midi, ils ne traiteront pas la demande souvent avant le lundi suivant. Donc, c'est bien important d'avertir la personne en ce sens-là. Puis, notez les dates de renouvellement. Si vous voyez que c'est une personne qui a peut-être un petit peu plus de difficultés dans l'organisation, de lui dire à peu près pour les 6 prochains mois, pour la prochaine année, quand qu'elle devrait rappeler au moins une semaine ou deux à l'avance là, pour renouveler. Donc, on le sait habituellement là, par la compagnie Big Tarby, c'est souvent c'est aux 3 mois. Donc, on peut déjà leur donner un petit indicatif jusqu'à ce que la personne puisse s'habituer en attendant d'avoir un autre moyen de couverture, par exemple pour tout ce qui est du compassionnel. En avance, c'est toujours mieux. Donc, la durée possible d'adhésion au programme, le compassionnel, c'est vraiment en attendant que la personne ait, par exemple, sa résidence régularise sa situation d'immigration. Le but, c'est que la personne puisse être couverte par autre chose que le compassionnel, mais il n'y a pas de fin non plus. Si les démarches prennent plus de temps que prévu, ils vont continuer à payer. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas eu d'arrêt là, de couverture en ce moment. Puis tout ce qui est du copaiement aussi. Par exemple, quelqu'un qui est sur la RAMQ puis qui a le copaiement pour payer la partie de la franchise à la pharmacie. À ce jour, moi, j'ai pas eu personne qui a été arrêté non plus, là. Puis, on en profite aussi pour rassurer les personnes que ces programmes-là, euh, c'est vraiment pour les pharmaciens, ils s'en voient gagnants, là. Les personnes ont peur, mais là, c'est quoi? C'est gratuit? Est-ce que ça va, un jour, ils vont me l'enlever? Mais en fait, les pharmaciens, ils veulent que la personne adhère à ce traitement-là pour justement qu'elle l'apprenne toute sa vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de rentabilisable là, pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, il y a des petites exceptions pour certains programmes de copaiement, pour Janssen en particulier là, pour le Édurant, la ripivirine. C'est quand même une molécule qu'on retrouve souvent dans les traitements. Jusqu'à maintenant, la seule façon que j'ai vue comme pour avoir un soutien avec cette molécule-là, c'était un soutien compassionnel. Il fallait un formulaire papier à envoyer en courriel et les comprimés en question, il les envoie directement à la clinique ou à la pharmacie pour être récupérés par le patient. Donc, c'est ça. Il y a des petites exceptions qui nécessitent là, un peu plus d'organisation, qui ils vont vous spécifier comment ça va fonctionner. Ensuite, pour le Cabenuva, donc c'est le service d'injection. Ça ressemble évidemment là, beaucoup au programme de soutien pour l'après-étude, la version PrEP. Ça nécessite une prescription médicale avec un formulaire précis. Il offre une couverture aussi en compassionnel. C'était pas clair pendant un certain temps, là, ce qui était écrit dessus. On dirait que ça allait durer seulement jusqu'à 12 mois maximum, puis après ça, ça allait plus être possible de couvrir la personne. Mais en fait, j'ai jamais eu de problème de couverture. Même, j'ai une patiente qui était sur le compassionnel, c'est-à-dire qu'il payait entièrement la médication pour plusieurs années durant tout son processus immigratoire qui a été long et difficile. Donc vraiment, il faut juste les appeler puis faire la discussion avec eux de où est-ce qu'on en est rendu. Puis ils sont pas très, tu sais, ils n'ont pas de dossier qui tiennent nécessairement là, pour s'assurer là, que tout le processus est suivi. En général, ils vont continuer à offrir là, la médication en compassionnel. Donc c'est quand même fiable là, comme soutien, là. On peut changer à la prochaine.
Donc, c'est ça. Vous allez rencontrer des défis, mais aux défis, il y a des solutions la plupart du temps. Une des choses que j'ai remarqué là, avec le temps, c'est que certaines assurances collectives, les patients en janvier avaient soudainement une facture. Donc, c'était gratuit depuis quelques mois. Puis, soudainement, c'est ça, en janvier, ils se retrouvent avec une facture de, je sais pas, 300 $, quelque chose comme ça. Donc, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a un déboursé maximum annuel pour certaines assurances collectives. C'est vraiment dépendant du contrat et tout ça. C'est un maximum de franchise à payer en début d'année. Ça peut être de 0 à 1 200 $. Ça ne devrait pas être plus que 1 200 $ parce qu'il y a cote dans le fond la franchise que quelqu'un pourrait payer, si je comprends bien, si la personne serait sur la RAMQ. C'est un peu cette façon-là qu'ils font. Puis c'est étalé sur 3 mois. Donc la personne doit remplir ce déboursé maximum-là en 3 mois. Euh, les solutions qu'on peut avoir à ça, c'est budgéter. Une fois qu'on se rend compte qu'il y a ça, puis comme problématique, ça serait de demander à la personne de s'assurer de pouvoir budgéter en fonction de ça. On peut aussi négocier avec la compagnie d'assurance pour échelonner sur un peu plus de mois ce déboursé maximum-là. On m'a dit 4 mois, c'était faisable, plus la personne n'avait pas l'air, l'agent n'avait pas l'air de dire que c'était fréquent qu'on permette plus. Modifier le contrat, je vous dirais que selon l'agente, là, c'est vraiment difficile de modifier le contrat pour ce genre de clause-là, mais pourquoi ne pas essayer? Tu sais, tant qu'à ne pas avoir de traitement, si c'est vraiment compliqué pour la personne, ça reste une solution qui pourrait peut-être être envisageable. Donc, la dernière solution, ça serait de changer d'emploi. Ça a l'air comme gros comme solution. On a quand même eu ça comme situation avec une de nos patientes euh, qui avait un emploi qui nécessitait absolument une assurance collective. C'était obligatoire, puis qu'on a une assurance collective, on doit être sur l'assurance collective, on ne peut pas être sur la RAMQ, sur l'assurance médicaments de la RAMQ. Puis, elle, cet emploi-là n'était pas nécessairement là, déterminant de sa carrière ou quoi que ce soit. Puis, c'était tellement compliqué pour elle d'avoir la médication, les frais, tout ça. C'était vraiment un enjeu organisationnel important. Puis, avec la discussion avec elle, une des solutions, c'était qu'elle change d'emploi pour un emploi qui n'allait pas offrir d'assurance collective. Tout ça pour dire que pour elle, c'était plus avantageux de ne pas avoir ces frais-là à payer au début de l'année, même si ça venait avec d'autres inconvénients de ne pas être couvert par ces assurances-là, mais dans la balance, ça a pesé pour cette patiente-là. Donc, on l'a donc fait retourner sur l'assurance médicaments de la RAMQ. En tout temps, s'il y a un montant qui semble inhabituel là, pour la personne, il faut leur dire de ne pas payer et d'appeler le programme de soutien. Euh, ou à défaut, un intervenant ou les personnes qui l'accompagnent là-dedans, si jamais c'est quelque chose qui est difficile pour ces gens-là par manque d'accès à un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile de dire ne pas payer parce que là, la personne va peut-être manquer de traitement parce que c'est dernières minutes. C'est pour ça qu'on va le répéter à quelques reprises. C'est vraiment de prendre l'habitude d'être plus à l'avance, d'être prévoyant dans nos renouvellements de services de médicaments, puis de renouvellement aussi du programme de copaiement. C'est la meilleure chose à faire pour s'apercevoir tôt dans le processus qu'il y a peut-être un problème qui arrive, puis d'avoir un peu de temps pour pouvoir trouver la solution, puis aider la personne à ne pas avoir de, de trou de traitement, c'est-à-dire de moments où est-ce que la personne n'a juste pas de traitement parce qu'il y a eu un problème au niveau du paiement ou quoi que ce soit. Il y a toujours des solutions, mais plus on le sait à l'avance, mieux on peut être préparé pour aider la personne. Euh, autre problème, variation dans les honoraires de pharmacie. Donc, les honoraires de pharmacien, là, dans le fond, c'est des frais d'administration qui sont vraiment à la discrétion de chaque pharmacie. Donc, si la personne déménage, elle pourrait avoir un traitement qui coûte 52 $ par mois, puis à la prochaine pharmacie, lui coûte rien du tout. Donc, c'est vraiment dépendant de chaque pharmacie. Un petit exemple ici, donc le programme compassionnel couvre 100%. C'est le but du programme compassionnel, mais eux, ils calculent le coût que ça devrait être pour facturer cette médication-là. Admettons qu'elle coûte 1 000 $ selon la compagnie, mais la pharmacie charge 1 052 $. Les frais de 52 $ vont être chargés à la personne. Donc, les solutions, en fait, ça serait de s'obstiner avec la pharmacie. On utilise ce terme-là juste pour dire, dans le fond, d'avoir une discussion avec le pharmacien, euh, voir qu'est-ce qui est possible de faire pour soit avoir une façon de faire que le paiement soit moins grand. Il y a comme
euh, c'est ça, une discussion à avoir avec son pharmacien. Ensuite, il y aurait Jeunesse au Soleil, qui est un programme qui peut offrir jusqu'à 100 $ par année, renouvelable au 1er janvier de chaque année. C'est vraiment 100 $ par année qui va être livré directement à la pharmacie. Donc, admettons justement qu'on a cette surprise-là au début de l'année d'avoir des frais, on peut inscrire la personne à Jeunesse au Soleil, faire l'entente entre la pharmacie et Jeunesse au Soleil qui va envoyer directement l'argent. Donc, au moins, c'est ce petit montant-là qui peut être dégagé pour éviter des frais à la personne le temps qu'on trouve une autre solution. Et finalement, la dernière solution, ce serait de changer de pharmacie, donc pour magasiner des honoraires qui sont plus décents, voire assez bas pour que ça soit sans coût pour la personne. Pour les défis, les solutions, je vais continuer. Le manque de connaissances et d'empathie des pharmacies, ça, c'est quelque chose qu'on peut constater là, tout au long de notre travail. Moi, même si ça fait tant de temps que j'appelle les pharmacies, il y en a tellement aussi, puis qu'il y a un changement de personnel, c'est quand même difficile. Donc, c'est de sensibiliser par les intervenants terrain, soit quand on fait l'appel, d'expliquer la situation, ou bien si on a comme projet d'aller visiter les pharmacies éventuellement, ça serait de leur parler de ce qu'on fait, puis de l'importance du service offert aux patients, là. Donc, faire connaître le programme aux pharmaciens et le fonctionnement, même s'il y en a qui l'utilisent, c'est pas tout le monde qui le comprenne. Sensibiliser à la réalité des personnes, comme j'ai dit, puis informer sur les impacts d'un arrêt de traitement. Parce que oui, ça arrive, moi, qu'on vienne me voir en me disant ils n'ont pas voulu inscrire le traitement, ils m'en ont pas donné. Puis il y a des gens qui peuvent être en arrêt de traitement pendant plusieurs mois avant qu'ils trouvent la solution, là, juste parce qu'ils se sont fait dire non. Donc, est-ce que c'est possible de prendre le temps de parler avec la personne puis de lui donner les ressources si jamais elle n'est pas en mesure de le faire elle-même? Et changer de pharmacie. Comme on l'a dit, un dernier recours, sauf qu'il faut faire bien attention à la proximité pour pas, tu sais, si par exemple, vous connaissez une pharmacie qui est plus loin et que vous savez qu'il y a moins de frais ou qui ont une approche peut-être plus intéressante, il faut faire attention au niveau de la personne, l'accessibilité à ces traitements-là. Parce que si la personne n'est pas capable de se déplacer, par exemple, à pied ou il ne faudrait pas non plus qu'elle elle arrête son traitement dans cette situation-là. Bon, pour qu'est-ce qui est des assurances étudiantes, là, ça, c'est une autre paire de manches, là. Les étudiants internationaux doivent débourser le montant total et ensuite faire une réclamation à leurs assurances. Là, moi, je vais parler ici à Québec, pour l'Université Laval, ils sont avec l'assurance pour étudiants étrangers Desjardins. Donc, la personne doit, par exemple, payer le 1 800 $ et doit faire une réclamation à sa compagnie. La compagnie lui rembourse 80 %. Puis à partir de là, nous, on a découvert avec la pharmacie d'un cas spécifique, c'est que à partir de là, la personne imprime ses relevés bancaires, l'envoie à la compagnie, par exemple Max, si la personne est sur le Bictarvie, et qui vont faire un remboursement du 20 %. Comme ça marche par remboursement, ils ne peuvent pas faire le copaiement directement avant que la personne ait payé et qu'il y ait eu un remboursement parce que c'est une question d'ordre dans lequel ça fonctionne. Je vais aussi ici par cas que j'ai suivi, là. Peut-être qu'il y a des changements par pharmacie, mais moi, c'est comme ça qu'à date, j'ai trouvé le moyen d'aider les étudiants. Solution, se rendre au plafond en dessous de compassionnel. Oui, ce que j'ai découvert aussi, c'est que les étudiants, c'est 25 000 $ par année qui sont couverts au niveau médical, mais quand la personne a un diagnostic de VIH avant d'arriver ici, c'est 10 000. Le plafond est 10 000. Ça, c'est soins et médicaments. Donc, rendu là, quand la personne a atteint le 10 000, ça veut dire qu'elle ne peut plus aller dans un centre hospitalier où ce qui facture le suivi et la médication est plus couverte. Donc, ce que je suggère, moi, aux étudiants, c'est d'aller directement vers les cliniques communautaires où les frais de rencontre de médecins et de prise de sang ne sont pas chargés. Et ça permet de garder aussi le montant pour la médication, mais quand on atteint le 10 000 dépensé, ce qui arrive là, dans plusieurs années d'études, parce que ce n'est pas renouvelable, bien, c'est de passer au compassionnel. Excuse-moi, Frédéric, parce que je pense que tu as dit les deux choses, 10 000 annuels ou total. Est-ce que tu peux clarifier le Ah oui, plafond et est-ce qu'il est pour la durée excusez. des études ou? Oui, oui, c'est pour la durée des études, le 25 000 et le 10 000, là, une fois qu'on
qu'on atteint le 10 000 au courant des études, il y a pas c'est pas renouvelé. Alors, donc, pour poursuivre, là, des astuces et conseils, encore une fois, s'il y a des frais inhabituels, on ne paie pas si possible. Ensuite, la franchise qui n'est pas couverte par les assurances collectives, là, ça varie vraiment. Donc, ça peut être, quand on dit standard, c'est de mon expérience, puis de ce qu'on m'a dit, donc c'est souvent de 20 et 35. En général, quand on va inscrire une personne sur le programme de copaiement, sur le programme de soutien, ils vont partir souvent à 20. Des fois, quand ils prennent l'information de quelle assurance collective il s'agit, ils vont savoir que c'est peut-être 30 qu'ils doivent couvrir ou quoi que ce soit. Donc, ils vont faire le changement automatiquement, mais en fait, le but, c'est que s'il y a des frais, on peut les appeler pour leur dire, j'ai eu des frais, est-ce que la marge de soutien, de copaiement est au maximum? C'est-à-dire, admettons que en inscrivant le patient avec le programme de copaiement, ils ont parti ça à 20. Il y a des frais quand même. On peut rappeler en disant c'est pas suffisant. Ils peuvent monter dépendamment des programmes de soutien, dépendamment des molécules, jusqu'à 35. C'est une des solutions à faire en premier lieu si on voit qu'il y a des frais là, après l'inscription. Euh, Si la personne doit partir, retourner dans son pays pour commencer son processus migratoire ou juste pour voyager, c'est possible de faire autoriser de livrer jusqu'à 100 jours de médication à l'avance. C'est une façon de faire pour s'assurer que la personne, évidemment, ne va pas arrêter son traitement. Le temps que, par exemple, la personne doive consulter un médecin dans son pays pour activer un processus d'avoir un traitement là-bas. Donc, c'est vraiment une façon de se procurer une bonne quantité de médicaments en prévision. J'ai même une situation présentement d'une patiente que juste de compléter un formulaire qui permettait d'aller jusqu'à 6 mois. Donc, vraiment, c'est au contexte, dépendamment de la situation. J'ai pas encore eu l'approbation jusqu'à maintenant. J'attends la confirmation, mais jusqu'à maintenant, on me disait que il y a peu de chances que ça soit refusé, mais dans tous les cas, au moins la personne va partir avec un 100 jours de médication. Ensuite, ça serait toujours bien de renouveler, comme on a dit plus tôt, renouveler les inscriptions et les prescriptions à l'avance. C'est vraiment, plus vite vous avez une notion de frais inhabituels, de situation, plus vite vous allez pouvoir réagir, puis moins il y a de chances que la personne se retrouve sans traitement pour 2, 3 jours, 2 semaines, dépendamment de la situation. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir ce lien-là avec autant l'usager, puis les pharmacies, puis le programme de copaiement, là, que ça se fasse rapidement, puis à l'avance. Excuse-moi, David, Finalement, oui. je t'interromps parce que Cassandra demande de contacter, par exemple, Viv directement, mais je ne suis pas sûre de à quel picot la question s'adresse. Pour Euh, le séjour hors Québec, on contacte directement, Vive directement. Oui, c'est une des solutions. Il y a un formulaire qui existe aussi, mais moi, personnellement, je fonctionne beaucoup avec le téléphone. J'appelle les agents, ils donnent les informations, m'envoient en courriel là, les formulaires qui sont nécessaires. Je vais vraiment avec le téléphone. C'est vraiment, j'aime bien avoir la discussion avec la personne. On peut noter aussi le nom de l'agent. Fait que s'il y a une problématique, on peut lier cet agent-là avec la pharmacie par la suite. Donc, c'est comme vraiment, pour moi, c'est une façon là, plus humaine là, d'avoir le processus. Mais oui. Merci. Il y avait une autre question liée à ça, puis je ne sais pas si ça ouvre la porte vers un débat plus grand, mais en région, les pharmacies ne veulent pas donner plus de 30 comprimés à la fois. Euh, Normalement, quand on parle de l'autorisation pour donner 100 jours de médication, c'est vraiment fourni par la compagnie. Donc, j'ai l'impression que même si c'est la pharmacie qui va avoir qui va recevoir la livraison de ces comprimés-là, je pense que ça va être possible quand même de recevoir ces 100 comprimés-là parce que c'est la pharmacie qui va les offrir, tu sais. Pas la pharmacie, la pharmaceutique, pardon. Donc, ça serait à essayer en tout cas, hein. Donc, une autre astuce, là, ça fonctionne pour tous les médicaments, là, tu sais, pour quoi que ce soit que la personne prend, mais en gros, on peut faire préparer la médication à coup de 2, 3 mois à la fois plutôt que mois par mois. Ce que ça fait que ça réduit un peu les honoraires parce qu'en fait, de ce que je comprends, les honoraires sont facturés au service.
à l'acte. Donc, si on demande à la personne de nous offrir les 3 mois de médication, les 3 prochains mois, ben, on a seulement une fois les honoraires à payer pour ces 3 mois-là. Donc, c'est une autre solution pour réduire les frais là, qui peut fonctionner. Et ça s'applique à toute médication. Si jamais vous prenez des médicaments pour le diabète ou autre maladie, puis les frais augmentent, c'est une façon aussi de faire. Donc, d'autres cas spécifiques, paiement rétroactif, j'avais vu la question justement dans le chat un peu plus tôt. Donc, c'est ça. En fait, si, admettons, la personne a payé parce qu'elle voulait pas, elle ne savait pas ou voulait pas perdre son traitement, arrêter son traitement temporairement. Donc, en fait, on peut, avec les factures, arrimer la pharmacie avec un agent du programme de soutien, puis eux vont s'arranger pour faire un paiement rétroactif. À quelle mesure? Est-ce que c'est plusieurs mois? Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point ils vont accepter de payer rétroactivement. J'ai eu l'expérience de, je pense, 3 mois avec une patiente il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, là. Euh, puis, c'est ça, c'est mon expérience avec ça. Mais oui, c'est possible. C'est une discussion à faire entre la pharmacie puis l'agent du programme de soutien. Mais c'est moi qui ai avisé l'agent du programme. Tu sais, en fait, ils ne se communiquent pas entre eux de base de la pharmacie puis le programme de soutien. Tu sais, ils voient simplement que ça a été facturé la médication, eux que leur partie a été euh, appliquée sur les montants, mais tout le détail des problématiques qui surviennent, ils ne sont pas au courant. C'est vraiment le patient les vit sur le moment la plupart du temps, puis après ça, on me les rapporte, puis après ça, je fais le pont avec l'agent du programme de soutien. Ensuite, la personne de la pharmacie ne sait pas où entrer le numéro du programme. C'est très usuel, là. Dans le fond, ça s'appelle ESI, Express Scripts International. Si jamais vous appelez la pharmacie, l'agente n'a pas l'air, dit que ça ne fonctionne pas, elle ne sait pas trop où le mettre, en général, de répondre, de l'inscrire au niveau des assurances ESI. Le code qu'on va avoir, le numéro de copaiement, ça va fonctionner. C'est là qui va être à rentrer pour pouvoir être couvert. Et finalement, aussitôt qu'on fait une transition d'un type d'assurance à une autre, s'il y a des délais dans cette transition-là, on peut mettre la personne sur un programme compassionnel en attendant pour s'assurer là, qu'elle puisse avoir sa médication. Si c'est admettons, une transition qui est forcée par mise à pied ou autre raison. On a une personne nouvellement diagnostiquée qui, elle, voulait absolument pas là, que les gens à son travail soient au courant. Donc, il a fallu qu'elle fasse des démarches pour changer d'assurance parce qu'elle voulait vraiment là, se protéger son animal là-dessus. Puis, donc, ça a pris quand même certains délais parce qu'il y a des discussions qu'elle a dû faire avec ses compagnies. Puis, dans le fond, on l'a mis en compassionnel en attendant. Je pourrais juste ajouter sur le point précédent pour tout ce qui est des résidents qui arrivent avec leur résidence permanente puis qui a un délai de carence là, au niveau de la RAMQ, on peut les mettre là, sur un programme compassionnel en attendant. Là, ça donne un coup de main. Pour ce qui est du rôle de l'intervenant communautaire, mais c'est bien entendu de connaître et de comprendre, ou du moins essayer là, de démystifier tout ça de notre côté pour bien connaître l'existence des programmes. Ça serait aussi d'accompagner la personne, donc pour aller, d'être là, surtout au début, là, comment aller chercher une prescription québécoise, faire la demande au programme, être là dans ces premiers instants-là pour familiariser la personne, évaluer les besoins et référer vers les autres organismes, là, que ce soit en immigration, que ce soit auprès du Cercle Orange si la personne n'a aucun suivi encore, les autres organismes communautaires que vous connaissez dans votre quartier dont la personne aurait besoin. Puis, ça serait d'autonomiser la personne dans la mesure du possible, être en soutien versus au centre, donc peut-être de permettre à la personne de bien prendre en note ces trucs pour qu'elle se débrouille un petit peu sans nous. C'est sûr que c'est à déterminer par l'intervenant, là. On connaît nos gens un peu, puis on est capable de voir quelle partie ils peuvent faire ou la partie qu'on peut donner un petit peu plus là, avec la personne. Donc, à sensibiliser les pharmacies. C'est un bout un petit peu plus difficile, mais on y travaille là, plus qu'on apprend à les connaître. Rappeler à la personne de ne pas payer si elle se fait dire par la pharmacie qu'il y a des frais. Puis comme on a dit, là, si c'est le cas, ben, il peut y avoir des paiements rétroactifs quand la personne est inscrite déjà sur le programme, donc rassurer la personne.
l'accessibilité et l'amabilité des personnes ressources des compagnies pharmaceutiques. Là, David le dit, on peut les appeler, ça se passe super bien. Moi, je préfère aussi, même quand j'inscris quelqu'un, rappeler pour m'assurer que tout est en ordre avant d'envoyer la personne dans la pharmacie pour essayer d'éviter cette confusion-là. Je leur parle très souvent et ça se passe toujours très bien. Donc, et les intervenants peuvent appeler aussi là, les compagnies. Là, ils finissent par savoir un peu, à force d'appeler notre nom, ce qu'on travaille. Donc, ils valident ça, puis il n'y a pas de problème à ce qu'on rajoute les informations au besoin. Moi, en fait, là, quand je vais inscrire quelqu'un au copaiement, tu sais, je lui demande en fait la permission à savoir qu'est-ce qu'il veut que je divulgue. Je lui donne de toute façon les informations comme sur la ressource justement qu'on voit présentement à l'écran. Euh, donc, en général, la personne est au courant de quoi les limites à laquelle je vais parler. C'est vraiment, je ne vais pas donner plus d'informations que le nom du traitement, son adresse, toutes des choses qu'il sait que je vais avoir comme discussion avec l'agent. Là. Je ne vais pas parler là, de ses ressources financières, quoi que ce soit. Je vais juste dire qu'il y a des frais qui ont été chargés qui sont inhabituels ou que la personne ne peut pas se permettre. Fait que, en général, c'est assez restreint là, les informations que je transmets autres. En fait, je donne pas d'informations autres que la limite là, de l'identification de base là, du patient, puis le type de médication. Tout ça. Dans le fond, le pourquoi que je posais cette question-là, mettons que, c'est comme nous, en étant en région, je peux faire des réclamations au Bureau de Service Québec pour des rendez-vous hors région, là. Euh, mais quand j'appelle, mettons, le Bureau de Service Québec pour m'informer pourquoi on n'a pas reçu le tel patente, mais si la personne n'est pas assise à côté de moi, il refuse de répondre à mes questions, là. Ça fonctionne pas de cette façon-là. C'est pas une agence gouvernementale. Dans le fond, la confidentialité est quand même respectée tout ça, mais c'est vraiment seulement par rapport au programme de copaiement, là, les informations qui sont échangées. Je pense que Service Québec ou Service Canada, à cause c'est Oh. gouvernemental, sont vraiment beaucoup plus restreints parce en fait, ils ont une gamme de services beaucoup plus large. Là. Service Canada, ils peuvent affecter plus d'étapes là, dans la vie de la personne, là, tandis que ça, c'est vraiment un programme de soutien seulement pour le copaiement là, du traitement. Donc, c'est pas nécessaire que la personne soit là. Donc. Mais faire un Super. appel avec la personne, c'est une bonne idée, par contre, pour l'habituer justement à comment ça va fonctionner, parce que, comme dit Frédéric, nous, on veut les autonomiser parce qu'en fait, les cas qui sont plus complexes vont prendre vraiment plus de temps, puis ça va être nécessaire pour nous, à ce moment-là, de plus intervenir. Donc, chaque renouvellement annuel qu'on peut autonomiser la patiente à faire elle-même, ben, moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour des personnes qui sont en situation d'immigration qui ont à être renouvelées aux 3 mois, qui vont peut-être avoir à faire face à plus d'obstacles. Donc, Pour faire un peu du pont à ça, moi, j'encourage les personnes quand ils vont donner leur carte là, et leur prescription, chercher leurs médicaments, de m'inscrire aussi au dossier comme personne référence s'il y a quoi que ce soit. Ainsi, si je vois qu'il y a des problématiques, ils peuvent m'appeler ou moi, je peux les appeler puis ils vérifient puis je suis dans le dossier. Parce que des fois, ils vont même communiquer avec moi pour me dire, là, c'est parce que ça fait 3 mois que la personne n'est pas venue. Donc, ça nous permet aussi de garder un lien en ce sens-là. Puis ça arrive que des fois, il y a des différences au niveau des pourcentages puis que eux-mêmes ne sont pas certains. Oui, ils ont des questions par rapport au programme. Donc, je laisse toujours mon cellulaire de travail, puis ils m'appellent. Pas trop fréquemment, ça va, là. C'est pas une surcharge. On a travaillé sur cette petite outil-là, David et moi, pour faciliter la compréhension de la personne qui utilise le programme de copaiement, mais aussi pour les intervenants ou même pour les pharmacies s'ils veulent l'utiliser. J'ai consulté aussi un pharmacien pour lui montrer un peu ce qu'on avait fait et il trouve ça très bien parce que c'est bien expliqué, ça peut être tant un professionnel que une personne qui vit avec le VIH qui l'utilisent. Donc, ça explique un peu tout ce qu'on a dit depuis tantôt, là. Qu'est-ce que c'est les programmes d'aide financière? Ça l'explique rondement. Comment ça fonctionne? Inscrire aussi des informations de la personne, donc le médicament qu'elle utilise, le nom du programme, le nom de l'assurance, comme ça, la personne peut même remettre ce papier-là à la pharmacie qui va peut-être en apprendre du même coup. Et ça permet aussi à la personne d'avoir avec elle, si elle le garde, là, toutes les informations sur le type de médicament et le type de programme qu'elle a. Ça l'explique pourquoi et comment renouveler, à qui ça s'adresse, que faire si le copaiement ne fonctionne plus, euh, ou, ou appeler, combien de temps ça prend avant que ça soit renouvelé et tout.
On note aussi de changer, si vous changez d'assurance. Donc, les détails sont là. Puis, comment contacter des programmes au bas. Euh, Moi, c'est un outil que je vais aussi aller remettre personnellement aux pharmaciens, qui peut être utilisé aussi avec les gens à l'accueil qui changent souvent régulièrement pour leur permettre de bien comprendre le fonctionnement. Cet outil-là vous pouvez l'utiliser là, comme vous voulez. Il va être joint au PowerPoint. Donc, ici, simplement un petit rappel là, pour les différents traitements VIH avec les différentes compagnies. Donc, on voit la liste, le numéro de téléphone, un lien web pour les formulaires et où avoir accès au numéro, au numéro de programme pour le patient. Euh, Prochaine page, dans le fond, ça va être simplement là, les compagnies aussi avec les noms de programmes pour hépatite B, hépatite C, avec les numéros de téléphone. Quand vous appelez là-bas, le système est pas mal toujours similaire, là. C'est anglais-français, êtes-vous un usager ou un professionnel de santé ou un intervenant, puis simplement vous allez parler avec un agent. C'est très similaire, là, le fonctionnement. Euh, donc, on termine un peu avec d'autres démarches à envisager. Donc, envisager peut-être un plaidoyer par la Coxida auprès de l'Ordre des pharmaciens du Québec pour démocratiser et standardiser l'usage des programmes, dans le sens que là, pour l'instant, c'est justement des personnes qui sont au courant, ça donne qui sont au courant, qui vont aider les personnes à naviguer tout ça, mais selon moi, tu sais, la personne qui va chercher son traitement, ça devrait être à la pharmacie, que ça devrait se passer tout ça, ça devrait être là que le soutien devrait se faire automatiquement, ça devrait pas être par chance qu'on a entendu parler de cette notion-là, là, tu sais. Donc, ce webinaire sert à ça parce que comme ça, on vous outille avec ces connaissances-là, mais honnêtement, on aimerait ça que les pharmaciens puissent de base avoir une formation là-dessus puis que ça vienne d'emblée. Euh, dans ce contexte-là, formation accréditée là, par le PNMVH ou INSPQ. Donc, en fait, c'est que ça devient comme une formation qui est plus standardisée, puis à ce moment-là, on peut souligner l'importance du soutien pour arrêter, pour soutenir le patient pour éviter un risque d'arrêt de traitement, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, risque de résistance. Si on a une résistance, ça pourrait mener à des prescriptions de molécules qui sont plus difficiles à couvrir ou un ensemble de molécules. Donc, tout ça, ça vient vraiment avoir une cascade de conséquences qui est importante si on arrête le traitement, même temporairement, d'un patient. Donc, pour nous, ça fait comme à chaque fois que j'ai comme un patient qui me dit Ah, j'ai pas eu mon traitement, le pharmacien me l'a pas servi, ça me fait un peu tilter de savoir que le pharmacien a juste pris la décision de ne pas aviser personne, que le patient ne va pas avoir sa médication. Fait que le patient va juste arrêter son traitement. Et ça engendre à ce moment-là des risques là, pour la personne là, qui peuvent devenir importants. Là. Tu sais, ça peut aller à 4 molécules à la place de juste 2 ou 3. Donc, des médicaments qui sont plus rares, qui ne sont pas couverts du tout. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est ça peut aller loin. Finalement, ben pas finalement, mais Front commun aussi pour les droits des étudiants étrangers vivant avec le VIH, là, ce que Frédéric a présenté tout à l'heure. Là. Donc, le plafond à jamais durant toutes leurs années d'études, ça fait pas beaucoup de sens là, pour des traitements qui sont si onéreux que ça. Et finalement, dernier point, là, informer les organismes en immigration sur les programmes de soutien financier. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment des partenaires dans tout ça. Tu sais, les organismes communautaires là, qui sont plus TSS, VIH, c'est sûr que ça fait partie un peu de notre travail, mais dans tout ça aussi, les organismes qui sont plus au niveau de l'immigration, selon moi, devraient aussi connaître ça parce que veut pas, ils peuvent avoir à faire face à ces situations-là, puis ça devient des alliés de plus là, pour connaître l'existence de ces programmes-là puis aider les usagers. C'est la fin? Avez-vous des questions? Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Frédéric. C'était complet et intéressant. Donc, oui, n'hésitez pas à lever la main, écrire dans le chat. Je vais arrêter le partage. On va pouvoir être plus à l'aise visuellement. David? J'ai pas d'idée précise là, là-dessus. Moi, de ma compréhension, l'aide sociale en général là, ferait comme le
le paiement complet là, de la médication. Donc, j'ai jamais eu à inscrire quelqu'un sur le programme alors qu'il était sur l'aide sociale. Y a-t-il des cas d'exception que je connais pas qui nécessiteraient une inscription compassionnelle peut-être, mais de ce que je comprends, à chaque fois que la personne est sur l'aide sociale, ça devrait être couvert, peu importe le reste de la situation. En tout cas, c'est ce que je souhaite, là, mais je peux pas répondre Et vraiment plus que ça à ta question, Jacques. Vas-y, Frédéric, vas-y. Ok. Oui, en fait, les gens qui ont un visa visiteur ou qui ont juste, qui ont pas de papier, comme on dit, là, les personnes ont accès à ce programme-là aussi, là. Donc, c'est couvert à 100% avec le compassionnel. C'est sûr qu'il faut aller chercher une prescription et faire les suivis auprès d'une ressource qui ne charge pas pour les personnes qui n'ont pas d'assurance. Donc, nous, on a une clinique communautaire, puis on a ici le CLSC au CIDEP, là, nous, ils prennent aussi les personnes qui n'ont pas d'assurance, donc qui n'ont pas de résidence permanente ni citoyen. Ils font le suivi, on les inscrit au programme et ils sont suivis tant qu'ils en ont besoin ici, là, jusqu'au retour au pays ou autre démarche. Ma compréhension, c'est que oui. En fait, j'ai jamais pu faire en sorte que ça soit distribué sur 12 mois pour que ça soit plus bas et donc que le programme puisse payer un peu plus. C'est vraiment l'assurance qui cherche ça dans les 3 à la demande 4 premiers mois de mon expérience. Puis à ce moment-là, ces frais-là, malheureusement, le programme d'éco-paiement ne vont pas aller jusque-là parce qu'ils mettent, admettons, 20%, ça ne couvre pas ça et la personne doit payer ses frais de plus, là. On ne peut pas mettre sur le compassionnel quelqu'un qui a une assurance. Donc, il faudrait que la personne n'ait pas d'assurance. C'est ça, c'est vraiment le programme compassionnel, en fait. Oui. On utilise ce terme-là, là, mais en fait, c'est qu'ils décident de payer 100% des frais, mais c'est vraiment une mesure temporaire pendant qu'une personne n'a pas d'assurance. Euh, c'est vraiment la seule raison pour laquelle on les inscrit en format compassionnel, c'est que la personne n'a pas d'assurance. Donc, automatiquement, avec une assurance, ça vient avec le copaiement, puis là, ben, le copaiement est restreint à 20-35%, dépendamment. Puis, peut-être que de l'augmenter un peu plus, ça vaudrait la peine de faire l'appel. Est-ce que c'est quoi la marge que vous payez? 20%, pouvez-vous l'augmenter à 35%? Ça serait Oui. peut-être quelque chose à envisager. Ça pourrait réduire un peu, effectivement, ces frais-là de début d'année. Félix. Oui, merci. Et c'est juste pour compléter, David, effectivement, par rapport à ça, là, ils sont catégoriques. Donc, quand on a des assurances, donc le programme n'intervient pas. Donc, il faut épuiser et puis par après, donc, il faut revenir cette fois-ci à la compagnie. Ce sont des cas que nous vivons aussi. J'en ajoute aussi en tant que Cercle Orange, on a parlé par exemple des visiteurs qui arrivent. C'est exactement la réponse que Frédéric a donnée, mais préalablement, ça prend effectivement la prescription médicale. Et pour de nos cas, par exemple au niveau du cercle orange, on ne reçoit pas beaucoup qui sont dans la situation d'avoir des besoins dans les inscriptions, tout ça, parce que c'est réglé même au niveau des cliniques, donc c'est fait par les professionnels de santé. Mais sinon, si jamais on a un cas qui a besoin des ressources, qui a besoin des informations par rapport à ça, on est là aussi pour les aider. Merci. Félix, Frédéric. Ouais, je voudrais juste ajouter, c'est ça. C'est difficile au début de comprendre vraiment la différence entre le compassionnel et le copaiement. Mais à la minute qu'on a une RAMQ, on tombe en copaiement, parce que la RAMQ aussi fait partie là, vraiment de l'assurance que toutes les personnes ayant une résidence permanente ou citoyen ont. Aussi, moi, contrairement à Félix, j'ai beaucoup de personnes sans statut et visiteurs qui viennent vers moi avant d'aller vers les centres hospitaliers et les cliniques. Donc, c'est à ce moment-là que je fais aller mes contacts. J'ai des ententes là, avec les partenaires SIDEP, SAPSA, excusez-moi, les cliniques communautaires. Donc, dans ce temps-là, j'ai trouvé un moyen. Je suis allée chercher
auprès d'eux la meilleure manière de faire une référence, donc qui est le plus simple pour eux, qui donne le plus d'informations pour qu'on puisse là, au moins installer, avoir une prescription, aller chercher ça, puis qu'il y ait un suivi là. Donc, c'est sûr que de discuter peut-être des fois avec les coordonnateurs et voir comment ça se passe pour créer un lien direct là, pour faciliter le tout. Je voulais juste préciser, j'ai compris, en fait, si on parle d'ambiance politique, puis par rapport aux tarifs, ça que je comprends, si ça va avoir un impact sur les frais. Bon, jusqu'à Mhm. maintenant, j'ai pas remarqué là, qu'il y avait plus d'incidence de personnes qui avaient des frais qui étaient inattendus comparé à avant, où est-ce que c'était souvent, mettons, payé de façon gratuite jusqu'à ce que ça soit gratuit pour le patient. J'ai pas remarqué une augmentation. Est-ce que ça pourrait arriver? Peut-être. J'ose espérer que les programmes, parce qu'en fait, les programmes ont quand même des euh, headquarters, ils sont aussi installés au Canada aussi, donc j'imagine j'ose espérer qu'ils vont s'adapter à la réalité canadienne si jamais il y a des frais comme ça qui viendraient à augmenter par rapport à l'acquisition des coûts de la médication. Ça se fait aussi qu'il y a des ententes gouvernementales qui font en sorte que ça va être un peu protégé de tout ça. Je ne sais pas. C'est vraiment, ça sort de mes connaissances, mais donc, on peut espérer. Pour l'instant, j'ai pas vu de problématique à ce niveau-là. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que j'ai vu qui a changé dans la dernière année, c'est le temps qu'il faut renouveler la médication. Au début, je pense que quand j'ai commencé à mon poste, c'était aux 6 mois avec Gilead, Max. Là, c'était à 3. Donc, il resserre la vis peut-être pour s'assurer que la personne avance vers le processus. Mais ils ont ajouté, par exemple, Gilead, un service qui est d'aider la personne à aller chercher un soutien par rapport à régulariser sa situation d'immigration. Donc, si on n'est pas dans le décor, ça se pourrait même que ben, ils font un suivi téléphonique. Maintenant, ils prennent un rendez-vous, là, puis ils s'assurent en ce sens-là. Fait qu'ils sont très aidants. Je pense qu'ils resserrent la vis, mais en même temps, ils apportent une aide supplémentaire. En tout cas, je trouve en ce moment que. On parle ici du compassionnel, juste pour faire le détail, là, dans le Oui, oui, sens, oui. les programmes de copaiement ont moins rapport à, en fait, c'est renouvelé à l'année ou c'est limité, là, l'inscription. On parle vraiment du compassionnel qui est renouvelable aux 6 mois avant. Maintenant, c'est vraiment aux 3 mois, plus rarement aux 6 mois, là, juste pour faire le détail, hein. Je le souhaite. Je sais juste pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je travaille un petit peu avec les traitements pour les personnes qui vivent avec le VIH, on dirait que c'est comme plein de petites exceptions. Tu sais, sont plus chers, sont plus. Fait que probablement que ça va être payé au complet. Je vois pas pourquoi il y aurait une exception, mais en même temps, les choses peuvent changer. Je pense que d'être au courant de ça, ça pourrait être bien là, au cas où que la situation puisse changer, mais je serais pas étonné qu'il y ait des exceptions, là. Des fois, il y a des frais qui ressortent juste à cause que la personne a un traitement VIH qu'ils doivent payer, puis c'est ça. J'ose espérer que le PFSI paye au complet, hein. Oui, en fait, que la personne obtient sa résidence permanente ou arrive au Québec avec sa résidence permanente, il y a toujours un délai de carence. C'est ce qui est environ des fois 3 mois. Elle a une acceptation, on dit qu'elle va avoir l'assurance maladie, mais elle n'a pas encore son numéro. On peut les mettre sur le programme compassionnel en attendant. Pour ce qui est, c'est ça, du PFSI, moi, de ce que j'ai vu à date, ça fonctionne à 100% partout pour recevoir des soins et pour les médicaments. Si je vais juste rajouter sur un petit point avant. Par contre, je pourrais dire que la personne qui va avec son papier brun à l'hôpital pour recevoir des soins dans d'autres départements, bien toujours le rapporter le papier brun à chaque secrétariat parce que c'est pas comme avec la RAMQ avec une carte générale. Donc, souvent, ils vont recevoir une facture super onéreuse pour un autre soin en gynécologie ou autre. Puis, si j'ai eu affaire à appeler le centre hospitalier et de faxer le papier pour qu'ils rétablissent la situation. Donc, des fois, ça peut arriver aussi dans ce laps de temps-là entre la RAMQ et le PFSI, le temps que la personne ait sa carte. Ça fait du sens. C'est un petit complément par rapport à ça. Par rapport au PFC, il y a le délai de carence, mais aussi il y a la perte du PFC.
Mhm. C'est de par mon expérience. Moi, j'ai été appelé par un organisme, je pense que c'était Praïda, qui me disait, Félix, nous avons un cas, sans demander d'asile accepté, mais il a perdu le PFC. En fait, il a connu un retard de s'inscrire à la LAMKI. Et dans ce cas, il était question donc de l'assister. Donc, donc la réponse était de l'inscrire justement au programme. Donc, c'est deux choses. Délai de carence quand il est dans la légalité de s'inscrire à l'AMKI, mais aussi, il peut ne pas savoir qu'après le PFC, il y a une autre étape. Donc, ce sont des cas qui peuvent arriver. J'avais vu ben, semi-question de Claudia dans le chat. Là, on peut avoir le nom des programmes pour les nouveaux arrivants. En fait, je pense que j'ai peut-être pas été clair. Là, c'est pas nécessairement un programme pour les nouveaux arrivants. C'est simplement, je parlais de Cabenuva qui avait avancé comme quoi c'était possible d'avoir le Cabenuva de façon compassionnelle pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment comme dans les mêmes programmes, c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont fait ce détail-là. Puis, il avait mis un délai de 6 mois renouvelable une fois, donc à 1 an. Puis après ça, les gens avaient peur que, en fait, ça soit 1 an, puis il n'y ait plus rien, puis ça soit plus couvert si jamais la situation exigeait d'avoir un traitement plus longtemps avec cette couverture-là compassionnelle. Mais le programme a dit non, 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 tu sais, on ne l'a pas écrit, mais si la personne a besoin, que ce soit 18 mois, ou tu sais, ils vont continuer le compassionnel si c'est nécessaire là, aussi. C'était vraiment ça, le programme en question, c'est le programme pour le Cabenuva. Je vois pas d'autres questions, mains levées, commentaires. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup David et Frédéric pour votre présentation très complète. N'hésitez pas si jamais il y a des questions qui pop. Je pense que c'est deux personnes très ouvertes et aimables à vouloir aider les autres. Donc, c'est bon de les avoir comme référence aussi. Moi, je vais vous faire parvenir le PowerPoint, le formulaire d'évaluation encore. Et la fiche là, ressources là, pour pouvoir remettre aux personnes et aux pharmaciens pharmaciennes. Donc, n'hésitez pas à les utiliser allègrement. Donc, ben, merci encore et bonne fin de journée tout le monde. Je vous souhaite une belle heure de dîner.